Alors bonjour, est-ce que vous arrivez à m'entendre? C'est bon. Ok, on attend un petit moment jusqu'à ce que les autres nous rejoignent et après on démarre. Vous arrivez à voir l'écran de partage? Ok, c'est bon. Donc je commencerai à 18h15.
Alors, je pense qu'on va commencer. Donc, bonjour. Euh, Avant de continuer ce qu'on a commencé l'autre fois, j'aimerais bien savoir pour les deux personnes qui sont présentes aujourd'hui, s'ils étaient avec nous l'autre fois. Ok. Alors, je vais commencer d'abord par faire un petit résumé de ce qu'on a vu l'autre fois avant de continuer l'exploration le langage de programmation Julia. Alors, jusqu'à maintenant, ce qu'on a introduit comme notion, là, ce qu'on a vu comme notion, c'est disons, l'architecture hiérarchique du système de typage de Julia. On a vu que Julia utilise un système de typage, disons, hiérarchisé, euh, dans lequel on commence d'abord par les types, juste en bas, on commence par les types, disons, natifs, supportés par la machine, tels que les entiers codés sur les différentes avec les différentes capacités de représentation sur la machine. Il s'agit de 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits, 128 bits. Donc il s'agit des entiers signés ou non signés. Donc c'est la même chose. Du côté des flottants, hein, codés sur 16 bits ou euh, 60, 32 bits ou 64 bits. Et après, sur la base de cette catégorie de types, donc les flottants, les entiers, les chars, les booléens, il construit euh, différents niveaux de représentation de données, disons des niveaux un petit peu abstraits en se basant sur ce typage concret. Et donc, on a vu que les différents nombres se terminent tous, là, appartiennent tous à la même racine, qui est la racine des nombres, qui contient les complexes, les entiers, les flottants, les booléens. On a aussi les caractères se terminent vers la racine abstract char. Donc, c'est la racine qui englobe tout ce qui se rapporte les caractères. Et on a aussi les autres types de données que peut le langage de Julia ou le langage Julia gérer. Donc, ils se terminent tous vers une seule racine, c'est la racine any, qui englobe tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur de Julia comme type de données. Et donc, après avoir introduit cette notion de structure hiérarchique du système de typage de Julia, donc on a exploré d'abord ce qu'on a appelé les types scalaires natifs, donc tels que les entiers avec leurs différentes variantes, les flottants avec leurs différentes variantes, les caractères, les symboles. Donc, on a vu ces différentes catégories, comment ils sont déclarés à l'intérieur de Julia, comment ils sont utilisés, quelle est leur occupation dans la mémoire, euh, quelles sont les méthodes qui sont liées et qui permettent la gestion de ce type de données. Donc, on a vu tout ça l'autre fois. Et donc, aujourd'hui, on va commencer la deuxième partie du système de typage qui est basé sur ce qu'on appelle les types composés, toujours natifs, proposés par le langage de programmation Julia. Et
l'idée derrière le typage composé, c'est qu'au lieu de gérer, disons, à la fois une seule instance d'un type donné native, tel que les entiers, ou là, les flottants, ou là, les caractères, ou là, les booléens, ou encore les symboles, Julia offre aussi la possibilité d'agglomérer, ok, de regrouper un ensemble, disons, de données typées nativement avec ces types scalaires pour construire une sorte de collection de données et qui va permettre au langage après de manipuler, disons, un lot très important de données au lieu de faire la manipulation élément par élément. Et donc, c'est ça l'idée derrière le typage composé. Et à l'instar des autres langages de programmation, Julia offre, disons, dans ce contexte, plusieurs possibilités pour collectionner les données dans des, disons, des blocs, des ensembles plus larges. Donc, on va commencer par voir ces différentes catégories de collection, l'une après l'autre, comment on va les utiliser sous Julia, comment on les déclare, quelles sont leurs propriétés. Donc, je vous rappelle toujours que vous avez toujours la possibilité disons, de, de soulever vos questions. Si quelque chose n'est pas clair, vous pouvez toujours le demander de l'éclaircir avant de passer à autre chose. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Donc, on peut commencer la deuxième partie? OK. Donc, la deuxième partie, on va la commencer par ce qu'on appelle les chaînes de caractères. Alors, dès le départ, sous Julia, il y a une petite distinction entre euh, caractères et chaînes de caractères. Donc, c'est un petit peu différent de Python. Vous savez, sous Python, les chaînes de caractères et les caractères appartiennent au même objet, donc il n'y a pas une différence entre les deux. Sous Julia, non. Les chaînes de caractères, c'est une entité à part, c'est un objet à part qui a ses propres caractéristiques et ses propres propriétés. Alors, comment on déclare une chaîne de caractères? D'abord, au lieu d'utiliser les simples codes qu'on a vus pour les caractères simples, pour déclarer une chaîne de caractères, on doit utiliser le double code. Donc, vous voyez bien ici, dans cet exemple, j'ai déclaré la variable str comme étant une variable qui va recevoir une chaîne de caractères. Et une chaîne de caractères, c'est tout simplement un texte. Tout simplement un texte ou la même. Je peux même déclarer un seul caractère comme étant une chaîne de caractères. Ce que je dois respecter, c'est que cette déclaration doit se faire à l'intérieur du double code. Et donc, une fois que vous faites ça, l'objet que vous avez créé aura, disons, le type de chaîne de caractères. Donc, on peut le voir ici. Je prends la même structure, je prends str et je mets hello, par exemple, participant, par exemple. Donc, je termine comme ça. Alors maintenant, si je clique sur l'exécution, bah, tout simplement, il va me créer une chaîne de caractères. Donc, la variable maintenant, il contient l'expression hello participant. Alors maintenant, pour savoir est-ce qu'il s'agit vraiment d'une chaîne de caractères ou non, on peut toujours mettre ça à l'intérieur d'un bloc pour pouvoir écrire plusieurs, disons, commandes, instructions. Donc, je peux même mettre maintenant type off pour savoir le type de ce que je viens de créer. And vous allez voir qu'il me renvoie le type string. Donc, il s'agit bien d'une chaîne de caractères que je déclare à l'intérieur de cette cellule. Alors, je peux, comme je l'ai dit tout à l'heure, je peux même utiliser un seul caractère et
Et le stock est dans la variable str qui va le reconnaître comme une chaîne de caractères du fait que pour le déclarer, j'ai utilisé le double quote et non pas le simple quote. Donc, on va réexécuter la même cellule et on voit bien qu'il me renvoie toujours string. Ça veut dire même si ma chaîne de caractères est composée d'un seul caractère, sous Julia, le fait de cadrer ce caractère entre les doubles quotes fait que le compilateur, lorsqu'il va transformer cette instruction en code exécutable, il va il va tout simplement inférer le contenu de cette variable comme étant une chaîne de caractères. À l'opposé, par exemple, si je prends le simple code, comme ça, vous allez voir que maintenant, il ne s'agit plus de chaîne de caractères, mais de char. Et donc, il faut toujours faire attention lorsque vous utilisez les chaînes de caractères sous Julia. Bah, tout simplement, ce sont disons, pour les déclarer, il faut utiliser le double quote. Or, après, la chaîne de caractères, ça va dépendre du nombre de caractères qui le composent au niveau de son occupation dans la mémoire. Donc, revenons à notre exemple, par exemple, hello, tout simplement hello participant. Donc, on voit bien lorsqu'on a utilisé cette expression, bah, tout simplement, lorsqu'on explore la taille occupée dans la mémoire par cette chaîne de caractères, le compilateur me renvoie la valeur 19. Et donc, si vous faites le compte le nombre de caractères composant votre chaîne de caractères, vous allez vous trouver disons, le nombre de caractères, c'est 19. Alors, une petite question ici que j'aimerais bien avoir une réponse la concernant, c'est que le size of ici affiché, c'est en termes de, disons, de mots binaires. Donc, c'est ce que je vais vous demander en termes de bits. Quelle est la taille de cette chaîne de caractères? Si vous vous rappelez bien de l'autre séance, on a déjà parlé de la taille des caractères. Donc, puisqu'ici j'ai 19 caractères dans ma chaîne de caractères, en général, ça sera combien la taille? Vous avez une idée? Qu'est-ce qu'on a dit l'autre fois sur les caractères sous Julia? Ils sont codés sur combien de bits? Donc, faisons un petit rappel ici. Donc, prenons par exemple, toujours, supposons que je vais déclarer C comme étant un caractère. OK? Et je vais demander tout simplement sa taille. Size of, C. Donc, il me renvoie 4. Ça veut dire que la taille de chaque caractère, c'est de 4 bytes. Ça veut dire 32 bits. Donc, pour la chaîne de caractères, en principe, puisqu'il est composé de caractères, bah, tout simplement, sa taille sera de combien? Oui, c'est 19 fois. Euh, c'est pas 19 fois 4, oui, c'est ça. 19 fois 4. 4 bytes. Pour avoir la taille en bytes, parce que ce qu'on affiche ici comme size of, c'est pas les bytes, mais ce sont les mots, disons, le,
les mots binaires reconnus par votre système d'exploitation. Donc, pour lui, pour Julia, ou là par le langage de programmation, pour Julia. Donc, chaque caractère est codé sur 32 bits. Et donc, pour avoir le nombre total de bits que occupera cette chaîne de caractères, ça sera tout simplement 19, voilà, pas 32. Donc ça, c'est pour les chaînes de caractères. Alors, il faut faire attention à une chose, c'est que les, les chaînes de caractères ne sont pas des tableaux de caractères. Donc, à l'opposé de C, alors sous C, pour composer une chaîne de caractères, on peut agglomérer les caractères dans un tableau et ça va nous donner tout simplement une chaîne de caractères. Alors, sous Julia, c'est pas la même chose. Alors, pour vérifier ceci, donc on va prendre ici la même chose, on va déclarer une autre chaîne de caractères qui contient l'expression Julia langage version LTS. Et après, on va tout simplement transformer cette chaîne de caractères en tableau. Alors après, on va parler un petit peu des tableaux. Pour le moment, on accepte cette façon de faire. Donc là, je vais tout simplement transformer ma chaîne de caractères en tableau. Et après, je vais faire une sorte de comparaison entre la chaîne de caractères et le tableau que je viens de créer. Et ce que je vais comparer ici, je vais faire une assertion tout simplement. Donc, si ce prédicat prend la valeur true, donc tout simplement, cette expression ne va pas, disons, s'afficher. Par contre, s'il prend la valeur phrase, alors cette expression de string is an array va s'afficher. Et donc, lorsqu'on va faire ça, tout simplement, vous voyez bien j'exécute, c'est seulement les deux premières instructions. La troisième instruction, puisque la chaîne de caractères n'est pas un tableau de caractères, donc tout simplement, il n'y a rien qui s'affiche sur la troisième ligne parce que tout simplement, le prédicat il est true et par conséquent, il n'y a aucune erreur qui va s'afficher. Donc, vous voyez bien ici que en faisant ce type de comparaison, donc on remarque bien que les chaînes de caractères sous Julia ne sont pas des caractères. Il y a aussi une différence, ou là, disons, on peut aussi construire les chaînes de caractères à partir disons, des caractères. Donc, si on prend par exemple les deux expressions qu'on a ici, donc la première ligne, je déclare une chaîne de caractères qui contient la valeur Julia, et on a l'expression Julia, alors que la deuxième ligne, ce que je fais, c'est une sorte de concaténation de 5 caractères. Donc, on remarque bien ici l'existence duelle des caractères. Donc, on a le J, le U, le L, le I et le A. Ils sont déclarés ici comme étant de caractères. Et j'utilise l'opérateur étoile pour faire la concaténation. C'est à l'opposé duel Python. Python, pour faire la concaténation entre les chaînes de caractères, il utilise l'opérateur plus. Ici, c'est l'opérateur étoile qui va faire ce travail. Et donc, lorsqu'on va réaliser ça, donc on va obtenir le même résultat. Alors après, si je veux, par exemple, ici, introduire une assertion, par exemple, si je veux faire une sorte de comparaison entre les deux, je peux faire toujours assert str equal. Alors, je vais faire une distinction entre les deux. str1 et str2 pour pouvoir les comparer. str1 égale str2. Sinon, si ce n'est pas vrai, donc j'affiche tout simplement ils ne sont pas égaux à 1. Donc j'exécute maintenant et vous voyez bien que rien n'apparaît ici. Ça veut dire que ces deux chaînes de caractères sont totalement, représentent la même valeur au niveau de la mémoire. Là, tout simplement, ils renferment la même information au niveau de la mémoire. Donc, pour composer les chaînes de caractères, disons que les caractères sont les ingrédients de base pour faire la composition des chaînes de caractères. Et cette composition se fait par le biais tout simplement l'opérateur étoile. Donc, l'opérateur étoile, lorsqu'il manipule des caractères, il joue le rôle d'opérateur de concaténation. OK, c'est clair?
Ok, c'est bon. Alors, après, on a aussi la possibilité d'accéder à l'ensemble des méthodes qui peuvent manipuler les caractères. Donc, toujours en utilisant la fameuse méthode switch. Donc, si je tape par exemple ici méthode switch, j'aurai cette liste de méthodes qui me permet de manipuler les chaînes de caractères. Alors, je prends par exemple ici, euh, supposons que je vais prendre par exemple euh, une de ces méthodes. Euh, hmm, par exemple, je peux faire ouais. euh, donc, on va voir ici quelques méthodes qui s'appliquent sur les chaînes de caractères. Donc, prenons par exemple, on va déclarer une chaîne de caractères qui contient l'expression explorer le monde de Julia. Et donc, après, le fait d'avoir une méthode qui me permet de traiter la chaîne de caractères comme s'il s'agissait d'un tableau, vous voyez bien, j'ai la possibilité ici de renvoyer par exemple ce qui existe à la position 9 à l'intérieur de la chaîne de caractères. Alors, la réalité, la chaîne de caractères, ce n'est pas un tableau. On a déjà vu la différence entre les deux. Mais le fait qu'on a une méthode qui s'appelle getIndex définie sur la chaîne de caractères, revenons ici à la liste, il y a les chaînes qui manipulent les chaînes de caractères pour voir la méthode getIndex. Voilà. Donc, on a la méthode getIndex ici. Okay. Donc, par exemple, je prends celle-là, getIndex, celle-là. Vous voyez bien qu'elle prend pour premier élément, là, pour premier argument, elle prend une chaîne de caractères, puis pour deuxième argument, il prend un entier. L'entier, elle va l'utiliser comme étant un indice pour se diriger directement vers le caractère qui se trouve à cet emplacement. Alors, le fait d'avoir cette méthode définie pour les chaînes de caractères me permet tout simplement d'utiliser ce type d'expression. Okay. Si je n'avais pas cette méthode définie pour la chaîne de caractères, je ne peux pas utiliser disons, l'indexation de la chaîne de caractères ou l'emploi de la chaîne de caractères comme un tableau pour accéder à ces éléments. Donc, lorsque je fais ça, tout simplement, j'ai la possibilité d'accéder aux différents éléments de ma chaîne de caractères. La même chose ici, le fait que comme je l'ai dit, la méthode getIndex est définie sur la chaîne de caractères, me permet aussi de faire du slicing. Ça veut dire que je peux décomposer ma chaîne de caractères en de petits morceaux en jouant sur les indices tout simplement les caractères à garder. Donc ici, j'utilise une rangée allant de 6 jusqu'à 18. Donc je vais garder tout simplement 13 caractères. Et donc j'aurai ici comme résultat au lieu d'avoir exploré le monde de Julia, j'aurais tout simplement ré le monde. Donc, ce que j'ai gardé, c'est seulement cette partie qui correspond à la rangée 6-18. Je peux aussi inverser l'affichage de la chaîne de caractères, puisqu'elle se comporte toujours comme un tableau par le biais de la méthode getIndex. Donc, je peux toujours faire tout ce qu'on appelle commencer par la dernière lettre et se diriger vers le début en faisant une décrémentation. Donc, cette façon d'écrire disons la rangée, c'est tout simplement, je dis à Julia de commencer par la dernière lettre et se diriger vers le début, donc en parcourant les éléments de la chaîne de caractères d'une manière inversée. Et donc, vous voyez, lorsque j'affiche, j'aurai ici tout simplement la chaîne de caractères, elle est affichée en inverse. Donc, si je la lis de droite à gauche, j'aurai ici explorer le monde de Julia. Et donc, ça c'est seulement un exemple sur les méthodes existantes sur Julia qui permettent de faire la manipulation de la chaîne de caractères. Sinon, on pourra utiliser autre chose que
que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On pourra par exemple faire, si j'ai de l'espace par exemple à gauche, je peux l'éliminer de l'espace à droite. Je peux par exemple savoir s'il y a un caractère à l'intérieur de ma chaîne de caractères ou non, ou là toute une expression à l'intérieur de ma chaîne de caractères. Donc, je peux faire plusieurs manipulations sur la chaîne de caractères. Alors, disons, euh, avoir une idée complète sur les différentes possibilités offertes par Julia au niveau de la manipulation de la chaîne de caractères, je vous invite toujours à, disons, à tout simplement euh, parcourir cette liste qu'on a affichée ici et voir comment on peut utiliser ces différents, disons, ces différentes fonctions pour avoir tout simplement ou là pour voir comment ces méthodes manipulent les chaînes de caractères, quelles sont les transformations qui permettent d'y introduire. Donc ça, c'est au niveau des les méthodes qui manipulent les chaînes de caractères. Ce qu'on a présenté ici, c'est seulement, disons, un petit exemple et non pas toutes les possibilités offertes par Julia. C'est bon? Ah, voilà. Alors, euh, en plus de ce qu'on a introduit jusqu'à maintenant, on a aussi la possibilité de réinterpréter disons, les données transportées par les chaînes de caractères. Et cela va s'imposer à nous lorsqu'on fait du codage en utilisant le langage de programmation euh, Julia. Lorsqu'on reçoit des données à partir de l'entrée standard, ou à partir de fichiers, ou à partir du réseau, donc les données arrivent dans la plupart des cas dans un format textuel. Et donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement essayer d'inférer les données textuelles pour voir est-ce qu'il y a, par exemple, à l'intérieur des données numériques, pour stocker ces parties les données dans des variables à caractère numérique, afin qu'on puisse les manipuler dans des expressions mathématiques ou dans des transformations mathématiques. Alors, Julia offre aussi la possibilité de faire cette conversion par le biais de la fonction parse. Donc, la fonction parse dans Julia permet tout simplement disons, de transformer les expressions ou là, les chaînes de caractères qui contiennent par exemple des composantes numériques qui permettent tout simplement de les inférer et les transformer en leur équivalent en termes de variables, soit entières, soit flottantes, soit ça dépend du type qu'on va passer, ou là de l'expression, ou là de la chaîne de caractères qui contient les nombres qu'on va passer à la fonction parse. Alors ici, je vous présente un exemple. Par exemple, si je prends je déclare la variable str toujours comme étant une chaîne de caractères, mais qui contient cette fois-ci des digits, des nombres, tout simplement, des valeurs numériques. Donc là, il contient tout simplement 12 345. Alors pour Julia jusqu'à maintenant, 12 345, c'est une chaîne de caractères, c'est pas un nombre. Pour pouvoir le traiter comme étant un nombre, donc on doit faire appel à la fonction parse. Et donc la fonction parse, au niveau de son fonctionnement, elle fait deux choses. Donc il prend d'abord le type de données dans lequel on va faire la conversion, qui va recevoir de la chaîne de caractères, ou là, le contenu de la chaîne de caractères en tant que nombre. Donc ici, j'ai choisi de travailler avec un entier, int, donc il est codé sur 64 bits. On a dit que par défaut, int il est codé selon les capacités de la machine sur laquelle tourne Julia. Alors dans mon cas, ça sera un entier sur 64 bits. Et comme deuxième argument, il prend la chaîne de caractères qu'on veut transformer. Et donc lorsqu'on va faire ça, tout simplement, la variable n maintenant va contenir disons tout simplement, le nombre 12 345. Alors,
on peut aussi, à partir d'une autre déclaration de la chaîne de caractères, au lieu de déclarer par exemple un chiffre normal, je vais déclarer par exemple un rationnel. Donc les rationnels sous Julia se déclarent toujours en utilisant double slash, ok, pour séparer la partie numérateur de la partie dénominateur. Et donc maintenant, la variable str contient cette nouvelle expression. Et maintenant, lorsque je veux la transformer disant, en valeur numérique, ce que je dois utiliser, ce n'est pas le type int, mais le type rationnel qui permet de stocker tout simplement les valeurs rationnelles. Et donc, lorsque je vais faire ça, ben, tout simplement, il va me stocker la valeur disons, ce rationnel à l'intérieur de la valeur n. Et donc, si j'utilise par exemple, je peux aussi vous montrer s'il s'agit d'un flottant, par exemple, ça sera la même chose. Donc, il faut toujours, pour la fonction parse, donc il ne va pas faire l'inférence d'une manière automatique. Ça veut dire vous êtes censé lui donner le type de données que vous allez utiliser pour recevoir, pour faire la conversion de l'expression littérale de nombre vers sa forme numérique afin qu'il puisse la stocker la variable que vous avez choisi pour faire ce type de stockage. Prenons par exemple x, par exemple, je vais mettre x égale ou la fpr. Bon, je vais prendre fpr égale par exemple 3.14 comme étant une chaîne de caractères. Voilà. Et là, je vais mettre tout simplement la transformation. Donc, je vais prendre x de point, x égale, pas de point, parse. Donc, je vais prendre par exemple, je vais faire le stockage sur un float de 64 bits, par exemple. Et je vais mettre str ici. Et là, je vais tout simplement afficher le type x pour voir est-ce qu'il s'agit vraiment d'un flottant ou non. Voilà. Et je termine. Et vous voyez bien que la conversion s'est terminée d'une manière normale. Alors, voyons, est-ce que ça marche aussi pour cette expression? Voilà. Je vais remplacer ma chaîne de caractères par cette nouvelle expression. Et je vais faire le parsing en utilisant maintenant le type rationnel. Et voyons ce qu'on va trouver. Je vais mettre ici Q et là Q. Voilà. Et vous voyez bien qu'on arrive à faire la conversion sans aucun problème. Et donc ça, c'est très utile. Ça veut dire que on peut passer n'importe quel type de données numériques dans un format, disons, texte. Et après, on peut faire disons, la conversion, le parsing tout simplement, pour tout simplement prendre ces valeurs numériques, quel que soit leur type, et les stocker dans les variables adéquates afin qu'on puisse les manipuler dans un autre bout de notre code. Et donc ça, c'est très intéressant sous Julia. Donc ce qu'il faut se rappeler, c'est toujours que la fonction parse nécessite l'utilisation comme premier argument. Elle s'attend toujours à recevoir le type de données que vous voulez utiliser pour faire la conversion, sinon ça ne marche pas. Par exemple, ici, si je transforme rationnel en int et j'exécute, bah, tout simplement, il va me générer une erreur parce que tout simplement, il n'arrive pas à décoder disons, les composantes de la chaîne de caractères. Il se retrouve avec le double anti-slash. Donc, pour lui, le double anti-slash, il n'a pas de signification dans le contexte d'un entier. Et donc, c'est pour cette raison qu'il génère une erreur. Il n'arrive plus à décoder le message. Donc, il faut toujours s'assurer que le premier argument de la fonction parse soit compatible avec l'expression littérale. L'expression littérale, le chiffre qu'on a reçu de le flux, les chaînes de caractères qu'on a adéquat à le type de la variable dans laquelle on va faire le stockage. C'est bon? Des questions autour de ça?
OK. Donc, si vous n'avez pas de questions, donc on a sous Julia la possibilité de faire disons, le parsing. Donc, je peux partir d'une chaîne de caractères pour me retrouver avec des nombres. Maintenant, si je veux faire le contraire, comment dois-je faire? Si je vous donne par exemple ici, au lieu de déclarer str, comme ceci, je vais commencer par q égale cette expression. Voilà. Maintenant, q c'est un rationnel, tout simplement. Si on exécute, on aura cette expression-là, il s'agit d'un rationnel. Alors maintenant, je vais le transformer par exemple en chaîne de caractères. Quelle est la procédure à suivre? Est-ce que vous avez une idée? Si je vous demande par exemple de faire ça sous Python, qu'est-ce que vous allez faire? Quelle est la procédure sous Python pour faire la conversion d'un nombre en chaîne de caractères? Vous utilisez quelle fonction? Vous n'avez pas une idée? Oui, oui, Younes? On utilise en Python, je pense, str, la fonction str, non? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, sous Python, on utilise la fonction str pour pouvoir faire cette transformation. Alors, sous Julia, si on revient ici, la liste des méthodes qui nous permettent de manipuler disons, les chaînes de caractères, on va voir est-ce qu'on dispose de cette méthode. Alors, si vous voyez bien ici qu'on n'a pas cette fameuse str. Par contre, on a la possibilité tout simplement de faire ceci. Ah non, parce que c'est pas ça. Voilà, de faire streaming. Donc, au lieu de str, ils ont ajouté tout simplement le ing pour se différencier de Python. Mais c'est la même chose. Donc, le string, donc, il va prendre la variable, quelle que soit sa nature. Donc, même si je mets ici, par exemple, un entier, j'aurai toujours le même résultat. Si je mets, par exemple, un flottant, j'aurai le même résultat et ainsi de suite. Donc, le string permet de faire la démarche inverse. Donc, il prend n'importe quel type, il le convertit tout simplement en chaîne de caractères. OK? Donc, on a vu les deux possibilités. Donc, sous Julia, on a la possibilité de passer de la représentation littérale via le nombre sous forme de chaîne de caractères vers la représentation numérique, comme on a la possibilité de passer de la représentation numérique vers la représentation en chaîne de caractères.
Et donc, Julia permet de faire ces deux manipulations sans aucun problème. Donc, ce qu'on vient d'introduire ici, ce sont, disons, les éléments de base pour manipuler les chaînes de caractères. Sinon, on va y revenir sur, disons, des traitements plus avancés sur les chaînes de caractères dans les prochaines séances. Donc, aujourd'hui, on fait tout simplement d'introduire disons, le type des chaînes de caractères ainsi que tout ce qui se rapporte à, disons, aux opérations très basiques qu'on peut avoir sur ce type pour avoir une idée claire sur sa manipulation. Et après, lorsqu'on va un petit peu avancer dans notre formation, donc on pourra avoir faire appel à des fonctions plus avancées, plus compliquées que ça, qui peuvent réaliser des tâches très avancées sur les chaînes de caractères. Donc, si vous n'avez pas de questions autour des chaînes de caractères, je peux passer à autre chose. On va passer la deuxième collection que Julia peut manipuler aussi. C'est bon? OK. Donc, alors là, le deuxième type de données composées que Julia peut manipuler, ce sont les tuples. Alors, les tuples sont des collections de données en général immuables qui permettent de regrouper différents types de données, sont très utilisés dans la déclaration et l'appel des fonctions dans Julia. C'est pas seulement au niveau de la déclaration et l'appel des fonctions, même au niveau des valeurs retournées par les fonctions, surtout lorsqu'on a plusieurs valeurs à retourner. Donc, dans ce cas-là, on utilise des tuples pour, disons, rassembler ces différentes valeurs avant de les renvoyer vers la partie du code qui utilise la fonction, là, qui appelle la fonction. Donc, en général, comment on déclare un tuple? Ben, tout simplement, un tuple est déclaré en utilisant, comme les autres programmes, comme les autres langages de programmation, donc en utilisant les parenthèses. Et par défaut, le tuple sous Julia, il est, disons, il peut contenir, disons, des données hétérogènes du point de vue type. Donc, je peux mettre à l'intérieur le tuple des entiers, des flottants, des booléens, des symboles, des caractères, des chaînes de caractères, d'autres tuples. Je peux même mettre d'autres types de données qu'on va voir après, comme les vecteurs, les structures, les énumérations. Donc, un tuple, ça permet de regrouper tous les types de données. Donc, il n'y a pas une limitation au niveau des types de données que peut contenir un tuple. Par contre, une fois on l'aura déclaré, ben, tout simplement son contenu, on ne peut pas le changer. On n'a pas la possibilité d'accéder les éléments de le tuple et les changer. Donc, par exemple, si je déclare, par exemple, ici, le tuple T1 ou la T3 comme étant composé de l'expression ou de la chaîne de caractères Julia, puis des caractères J, U, L, I, A, et après d'un tuple qui contient les nombres 3 de 1. Donc, ça, c'est le même tuple. Donc, maintenant, est-ce qu'il y a possibilité de modifier, par exemple, l'élément 3 de mon tuple? Est-ce que je peux, par exemple, en faisant T3 et en accédant à la position 3 de mon tuple, est-ce que je peux faire, par exemple, une affectation? Messieurs? Oui, normalement, non. Moi, normalement, c'est sûr qu'on ne peut pas faire ça. Sinon, on sera en contradiction avec la déclaration qu'on vient de faire. Donc, si je prends par exemple ce tuple, je vais le prendre comme ça. Je vais le taper ici, net, int, et je mets par exemple t égale CTRL-V. Et là, je le déclare comme ceci. Et je prends par exemple T3. Alors, au lieu de mettre par exemple un triplet, un tuple qui contient 3 éléments, je vais mettre par exemple un tuple qui contient seulement 2. Donc, je vais mettre 3 2 comme ça, par exemple.
Donc maintenant, si j'exécute, bah, tout simplement, il va me dire que vous n'avez pas ce droit. Alors, vous n'avez pas la possibilité de modifier tout simplement le contenu de l'exemple. Pour la simple raison, c'est que la méthode setIndex n'est pas définie pour le sample. Donc, on ne peut pas, la méthode setIndex, lorsque j'ai un élément itérable, c'est cette méthode qui me permet de changer si l'élément il est mutable, mutable, tout simplement. Il me permet de changer le contenu de la collection. Alors, dans ce cas-là, il me dit que la méthode setIndex n'est pas définie pour le sample. Donc, dans disons, le prototype de la fonction de la méthode setIndex, il n'y a pas ce type de déclaration qui me permet, là, qui me donne la façon que je dois suivre pour faire le changement des éléments dans le tuple. Donc, par défaut, le tuple, ces éléments ne sont pas modifiables. Mais par contre, si je fais par exemple si par exemple je vous demande disons que je vais prendre par exemple au lieu de prendre le troisième élément comme étant un tuple, je vais le prendre comme étant, pour le moment on n'a pas encore abordé le sujet des tableaux, mais supposons que je vais le prendre comme un tableau. Le tableau en général, je vais disons un petit peu introduire cette notion en avance. On va la reprendre après. Le tableau, c'est, disons, à l'opposé de le tableau. Le tableau, c'est un élément mutable. Donc, ça veut dire que je peux changer ces éléments. Ça, il n'y a aucun problème. Alors maintenant, ma question est la suivante. Le troisième élément de mon tuple, c'est un tableau. Alors maintenant, ma question, est-ce que j'ai la possibilité de modifier les éléments du troisième élément de mon tableau? Je ne vais pas changer le troisième élément. Par exemple, j'ai un tableau de 3 éléments, je vais poser par exemple un tableau de 5 éléments. Je ne peux pas faire ça parce qu'on a vu que le tuple, une fois qu'il est déclaré, il occupe un espace mémoire bien déterminé, donc figé. Je ne peux pas le changer. OK? Mais la troisième case réservée pour le troisième élément de mon tuple, elle contient un tableau. Et le tableau, par définition, c'est un élément mutable. Ce n'est pas un élément immuable. Alors maintenant, ma question, est-ce qu'on peut changer la valeur, par exemple, au lieu d'avoir 3 de 1, je veux mettre, par exemple, 1 de 3. Est-ce que je peux faire ça? Alors, on a deux réponses. L'un a dit oui, l'autre a dit non. Bon, pour trancher sur ça, on va essayer tout simplement et voir. Et après, on discutera de ça. OK. Donc, on va mettre tout simplement T3 de, disons, je vais prendre par exemple la troisième. Donc, je vais mettre par exemple tout simplement 3, 2, 3. Donc, je vais mettre par exemple la troisième partie, 3, égale 3. Voilà. Et je mets ici T. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, vous n'avez pas le droit de pénétrer l'élément de tableau pour changer sa valeur. Ok, même si, en fait, je n'ai pas changé la valeur parce que ce que j'ai ici, si je prends l'élément 3, c'est tout simplement le tableau. Ah, voilà. Attendez, non, je m'excuse. Moi, je n'ai pas fait le bon élément. J'ai oublié que mon tableau se trouve, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il est à l'élément 7. Je m'excuse. Donc 7, et on va prendre 3. Voilà. Égal, on a dit, on va mettre 3, la valeur 3. Et là, je vais mettre T. Et qu'est-ce qu'on remarque? La personne qui a répondu avec oui, c'est la personne qui gagne. Donc, pour expliquer ça, il faut toujours faire attention à une chose. L'espace mémoire réservé au tuple, il est figé. OK? Alors, cet espace mémoire, il contient quoi? Il contient 3 éléments. Premier élément,
c'est une chaîne de caractères. La chaîne de caractères, elle est immuable. On ne peut pas changer son contenu. Donc, le compilateur lui réserve, disons, un espace mémoire aussi figé. Les éléments qui suivent sont des caractères J, U, L, I, A. Chaque caractère il est codé sur 32 bits. Donc, le compilateur lui réserve aussi l'espace mémoire bien déterminé. Le troisième élément, c'est un tableau. Alors, le tableau, par nature, disons, c'est un élément dynamique. Ça veut dire qu'on peut élargir ou tout simplement rétrécir. Et donc, la troisième composante, tout simplement, elle va pointer sur quelque chose qui a cette possibilité de s'étendre ou se rétrécir selon les besoins de l'utilisateur. Et par conséquent, les éléments de table eux-mêmes peuvent changer, mais l'élément 3 le tuple, on ne peut pas le modifier. Par exemple, si je prends par exemple le T7, et au lieu de mettre par exemple un tableau de 3, je vais prendre par exemple un tableau de 4. Voilà. Il va nous dire non, vous n'avez pas cette possibilité. Tu ne peux pas changer déjà ce qui a été réservé pour la position 3. Parce qu'une fois c'est déclaré, ça y est, c'est figé. Vous ne pouvez pas le changer. Mais, disons, accéder à la position de la mémoire qui correspond à l'élément 7, et après, à l'intérieur de cet élément, l'espace mémoire est flexible, il n'est pas figé, parce qu'il s'agit ici d'un tableau dynamique. Et donc, il est principalement déclaré dans ce qu'on appelle le heap et non pas dans le stack. Et donc, puisque dans le heap, donc, il peut occuper toutes les positions du kernel de la mémoire. Ça veut dire que je peux me diriger vers son emplacement mémoire et changer la valeur par une autre valeur. Mais je ne peux pas modifier sa taille. La taille, elle est figée parce qu'elle dépend de la taille globale occupée par le tuple. Mais les éléments sont modifiables. Je peux changer leur valeur. Oui, c'était quoi la question? Quelqu'un m'a posé une question. Peut-on dire que les éléments des tuples n'héritent pas l'immutabilité? Oui, on pourra dire ça. Donc, si les éléments de tuple sont immuables, on ne peut pas les changer. Par contre, si les éléments de tuple sont mutables, on peut les changer. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par changer ici? Changer leur valeur. Et non pas redimensionner l'élément lui-même. Parce que redimensionner l'élément lui-même revient à redimensionner le tuple, ce qui est, disons, illégal du point de vue de Julia. Est-ce que c'est clair? Cette note. C'est bon? C'est clair à l'idée? OK. Même si je prends la même, je ne sais pas si ça marchera aussi, 3, 2, 1. Donc, on va prendre la même taille, mais cette fois-ci avec... il va me dire non. Vous n'avez pas la possibilité de modifier disons, le tableau en entier. Okay? Parce que tout simplement, ça revient à violer le fait que le tableau, lorsqu'il est déclaré, il est figé. Vous ne pouvez pas changer les éléments qui le composent. Mais par contre, si vous entrez à l'intérieur des cases d'un élément qui est mutable, vous pouvez changer la valeur sans aucun problème. Ça veut dire, pour changer maintenant la valeur de l'élément 7, je ne peux pas la faire d'une manière, disons, en vrac, mais je peux la faire par une sorte d'itération. Donc, je peux parcourir les éléments, le 7e élément, et les changer un par un. C'est faisable, ça passe. Mais, disons, changer par une nouvelle affectation, c'est comme si j'étais en train disons, d'affecter un nouveau tuple ou à modifier un élément de mon tuple, ce qui est, disons, interdit par la définition de le tuple dont je veux dire. Donc ça, c'est pour les tuples. Après les tuples, on a vu qu'on peut parcourir les éléments en faisant de l'indexation numérique. Donc, je peux utiliser les crochets avec une valeur numérique pour parcourir les différents éléments
le tuple. J'ai aussi la possibilité d'avoir, par exemple, la taille de le tuple en utilisant la fonction length. Je suppose que ça marche aussi pour le tuple. Let and je prends par exemple le tuple de tout à l'heure, donc je vais prendre ici, pour simplifier, je vais prendre tout simplement Julia comme ça, et je fais une déconstruction comme ça. Donc après, je vais mettre length de T. Voilà. Je pense que la déconstruction ne marche pas ici. OK. OK. Donc, ce que je dois faire, c'est tout simplement faire la déconstruction à l'intérieur de ça, et ça marchera. C'est bon. Donc, vous voyez bien que la fonction length permet de, disons, dénombrer le nombre des éléments qui composent mon tuple. Et dans ce cas-là, il est composé de 5 éléments. Alors, si je tape, par exemple, dans ce cas-là, si je tape le type de tuple, type of de T, donc ça sera tout simplement je m'excuse. C'est quoi ça? Voilà. Donc, à l'intérieur, c'est un vecteur. Après, je vais aussi faire une double déconstruction pour que ça marche. C'est bon. Alors, si vous tapez le type le tuple dans ce cas-là, qu'est-ce que vous remarquez? Quel est le type affiché? Oui, c'est un tuple et non pas un tuple. Bah, tout simplement parce que, en général, lorsque le tuple contient disons, un nombre conséquent d'éléments qui ont le même type, je m'excuse. Donc, Julia utilise l'objet pour stocker les données de le tuple. Donc, il l'appelle un n-tuple. OK? Donc, si je prends l'expression de tout à l'heure, celle-là, elle aussi contient plusieurs éléments, mais des éléments qui sont hétérogènes d'un point de vue type. Alors, dans ce cas-là, on aura, je pense, une autre définition. On va voir. Voilà. Vous voyez bien? Là, il s'agit d'un tuple. Donc, lorsque le tuple contient plusieurs éléments de type différents, OK? Donc, Julia stocke les données de cet objet dans l'objet tuple. Par contre, si tous mes, disons, au lieu de ça, je prends par exemple ici des entiers comme ça. Alors, dans ce cas-là, alors je pense qu'il faut un grand nombre, je ne sais pas. Voilà, oui. Donc, lorsque le nombre dépasse 3, je pense, lorsque le nombre dépasse 3, donc on se retrouve avec un n-tuple. OK? Donc, ça, c'est une différence, le nommage duel, les types qui, disons, appartiennent à la classe la famille dial tuple. Donc, on a les deux possibilités. On a les n-tuples ou on a les tuples. Or, les n-tuples sont utilisés lorsqu'on a affaire à un tuple qui contient plus de 3 éléments ayant le même type. OK? S'ils ont des types différents, par exemple, si j'introduis ici un caractère, bah, tout simplement, il s'agira tout simplement d'un tuple. On ne va pas utiliser le n-tuple. OK? Donc, après, il y a une petite différence entre le tuple et le n-tuple au niveau des méthodes utilisées pour tout simplement manipuler le contenu. Et toujours pour avoir accès à ces méthodes, vous utilisez la fonction méthode suite et vous lui passez le nom de type et il va vous retourner toutes les méthodes qui sont définies sur ce type-là et qui permettent sa manipulation. Alors après, si vous avez des tuples imbriqués, ça veut dire à l'intérieur de prenons l'exemple suivant. Donc, je vais déclarer à l'intérieur de mon tuple un autre tuple comme ça. Donc, j'ai deux tuples
imbriqués l'un à l'intérieur de l'autre. Et donc, pour accéder à, par exemple, si je veux accéder, par exemple, le deuxième élément, le dernier élément de le tuple, qu'est-ce que je dois faire? Si je veux accéder au deuxième élément du dernier élément de T, que dois-je faire? Vous avez une idée? Bah, tout simplement, on doit, puisqu'il s'agit du dernier élément, donc je vais utiliser le mot-clé qui me permet d'aller directement au dernier élément de mon tuple. Le tuple, c'est un élément itérable, donc au niveau de cet élément, on a déjà défini les fonctions getIndex, lastIndex et tout ça qui me permettent de parcourir les différents éléments de le tuple et de se positionner n'importe où à l'intérieur de cet objet. Donc, pour accéder au dernier élément de T, donc je tape ici un tout simplement. Ça va me permettre d'aller directement chercher le dernier élément. Et à l'intérieur du dernier élément, tout simplement, je vais sélectionner le deuxième élément qui m'intéresse. Donc, ça sera 7, tout simplement. Et voilà, on a l'affichage de 7. Et donc, le tuple au niveau de, disons, de sa manipulation, la manipulation de ces éléments, donc ils sont manipulables à la même manière que les tableaux, sauf que on n'a pas la possibilité de modifier le contenu, c'est ça la différence. Sauf s'il s'agit d'un élément mutable à l'intérieur le tuple. Alors dans ce cas-là, je peux modifier le contenu comme on l'a vu tout à l'heure. C'est bon? Alors, ce que je veux dire aussi, on a ce qu'on appelle une autre catégorie de tuples, c'est ce qu'on appelle les tuples nommés. Ça veut dire, à l'intérieur de tuple, lorsque je déclare mon tuple, je vais prendre cette cellule et je la descends ici. Donc, supposons que je veux, par exemple, déclarer un tuple nommé. Ben, tout simplement, ce que je vais faire, je vais, pour chaque valeur, lui associer un nom de champ. OK? Donc, supposons ici, je vais prendre par exemple, supposons que je déclare par exemple des coordonnées tridimensionnelles, comme ça. Alors, je peux mettre par exemple ici x égale, là y égale, et là, tout simplement z égale. Voilà, comme ça. Alors maintenant, si je veux accéder à la première, disons, aux abscisses de mon point, alors là, je vais mettre P, simplement. Donc, pour accéder au premier élément, il faut mettre tout simplement PX. Et voilà, il va me retourner la valeur. Alors, si je veux, par exemple, accéder la coordonnée selon la direction de les Z, donc je vais mettre tout simplement P.Z. Et voilà. Donc, lorsqu'on a un tuple nommé, pour accéder à ces éléments, ben, il faut appeler le nom le champ qui lui correspond. Alors, je pense qu'il y a cette façon de faire ou tout simplement mettre un symbole. Je ne sais pas si ça va marcher. Oui, c'est bon. Donc, les champs, les noms des champs, soit on va utiliser le champ pour appeler l'élément, la valeur qu'il contient en faisant le nom le tuple nommé plus le point, puis le nom le champ. Soit on utilise tout simplement l'indexation, mais au lieu de faire de l'indexation basée sur les nombres, on va faire de l'indexation basée sur des symboles. Et les symboles qu'on va utiliser, ben, tout simplement, ce sont les noms des champs. Donc, chaque nom de champ, il est stocké au niveau de la variable P sous forme d'un symbole. Et pour y accéder,
il suffit de taper P2.x. Donc j'ai cette possibilité, comme j'ai cette possibilité, P.y. Donc ça va donner la même chose. Donc le premier va me retourner la valeur stockée dans x, le deuxième va me retourner la valeur stockée dans y. Alors le type, il y a le tuple nommé, on peut disons, le déterminer en utilisant la fonction type of. Donc je vais mettre ici P, elle va me renvoyer cette expression. Donc c'est aérobasque name of tuple, et elle est déclarée comme ça. Donc le premier élément, c'est le nom d'il le champ en plus de son type. Le deuxième, c'est le nom d'il le champ en plus de son type. Le troisième, c'est le nom d'il le champ en plus de son type. Et dans notre cas, les trois champs sont composés du même type. Ça veut dire que c'est un entier codé sur 64 bits. Donc ça, c'est le deuxième type d'IL, les tuples. Donc on a les tuples normaux, ok, avec la variante d'IL n tuple si on a un tuple dont le nombre d'éléments dépasse 3 et ce tuple contient le même type au niveau de ces éléments. Dans ce cas-là, on parle de n tuple et non pas de tuple. Par contre, si on a un tuple hétérogène, donc qu'il ait deux éléments ou là 100 éléments, on aura toujours affaire à l'objet tuple. Le deuxième type de tuple, c'est le tuple nommé, et ça permet tout simplement de faciliter le stockage de l'information tout en, disons, plaçant les différentes informations qu'on va manipuler dans des champs spécifiques auxquels on donne des noms familiers qui nous permettent ou qui nous facilitent la tâche de traitement. Donc, c'est ça la différence entre un tuple nommé et un tuple normal. Après, vous avez toujours la possibilité, si vous regardez par exemple ici l'exemple d'un, je commence par déclarer nt comme étant un tuple nommé. Donc, en utilisant la même syntaxe, je dois déclarer d'abord les noms de champs. Et pour chaque nom de champ, je dois spécifier tout simplement le type que doit contenir ce champ. Alors, c'est trop près mais la définition d'une structure, sauf que on n'utilise pas ici le mot clé struct, donc il ne s'agit pas vraiment d'une structure, mais ça va nous faciliter le passage vers les structures. Après, on va voir qu'on a la possibilité de déclarer des structures en utilisant ce type de déclaration. On va voir comment on peut, disons, relier les tuples nommés aux structures ou là au dictionnaire. Donc, c'est le même principe. On a cette correspondance entre la clé et la valeur. Là, c'est une correspondance entre le nom de champ et la valeur. Donc là, je déclare mon tuple nommé en utilisant toujours le nom de type aérobasque named tuple. Donc les champs, le premier c'est un institution de caractère, le deuxième c'est un symbole et le troisième c'est tout simplement un entier. Et après, pour tout simplement remplir le contenu, tout simplement vous utilisez les parenthèses. C'est comme s'il s'agit d'une fonction, mais ce n'est pas vraiment une fonction. Donc vous ouvrez les parenthèses et à l'intérieur des parenthèses, vous faites passer un tuple nommé. OK? Et donc vous voyez bien ici que j'ai passé un tuple nommé qui contient des valeurs. Donc la première valeur full name. Donc full name c'est un string. Donc je mets un string, c'est mon nom. Le deuxième c'est un symbole. Donc je mets un symbole. Les symboles commencent toujours par 2 points. Après vous êtes libre de mettre après ce que vous voulez. Une fois vous commencez par les 2 points. Donc tout ce qui va suivre va définir le nom du symbole. Et le troisième élément, c'est age, et moi ça prend une valeur entière, et là je mets une valeur entière. Et après, tout simplement, une fois que je déclare ça, donc je peux faire une sorte d'inspection des propriétés que contient mon tuple. Je peux par exemple avoir les noms des champs, donc en utilisant la fonction hasField. Donc cette fonction permet de voir est-ce que par exemple mon tuple nommé nt, est-ce qu'il contient le champ full name, est-ce qu'il a la propriété full name, est-ce qu'il a, ou là, tout simplement afficher les différentes propriétés contenues dans mon tuple nommé. Et donc, vous voyez, au niveau de la sortie, on a des possibilités. Donc, pour la première, par exemple, j'ai hasField full name, oui, parce que j'ai un champ qui s'appelle full name. Has property, 2 points full name. Vous voyez bien que for hasField, je dois passer le type.
et non pas le nom de variable qui contient le tuple nommé. Par contre, has propriety, donc ce que je dois passer comme premier argument, c'est le tuple nommé lui-même, suivi le nom, le champ, et le nom, le champ, je le passe sous forme de tout simplement un symbole. OK? Donc, il me dit que c'est vrai, on a un nom de champ qui s'appelle full name. Et après get propriety, ben, tout simplement, je dois mettre le nom et tout simplement le champ qui correspond à ce nom-là. Donc, il va me dire directement, il va me rendre tout simplement la valeur contenue dans cette partie-là. Et dans ce cas-là, je vois bien qu'il s'agit du symbole mâle, tout simplement. Puisqu'il s'agit ici du genre. OK? Et donc, c'est getProperty, c'est cette fonction qui me permet d'utiliser cette écriture, ça veut dire le nom d'IL, le tuple nommé suivi d'IL, le champ, séparé par un point. Donc, ces deux expressions sont tout simplement équivalentes. Soit vous utilisez getProperty, soit vous utilisez nt.genre, soit vous utilisez tout simplement nt. On pourra même faire, par exemple ici, on pourra même faire, permettez-moi d'abord de sélectionner ça pour pouvoir l'utiliser. Donc, je vais revenir ici et faire comme ça. On pourra même... voilà. Donc, on pourra même faire ceci. Voilà. On pourra même faire ceci comme on l'a déjà montré tout à l'heure. Je pourrais même faire un T et tout simplement, je vais mettre ceci deux points genre. Attendez, c'est quoi ça? Voilà. Donc, on pourra avoir la sortie de type d'élément. Donc, property name et, disons, int d'autres, le nom de la propriété ou le nom de champ qui contient cette propriété ou la int bracket ou les crochets. Et à l'intérieur, on met le symbole qui correspond à la propriété, vont tous tout simplement renvoyer la même valeur. Et il s'agit ici tout simplement d'avoir l'information sur le genre de la personne. Est-ce que c'est bon pour vous, la notion de l'étape nommée? Alors, des questions autour de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Disons, les types composés? Alors, s'il n'y a pas de questions, je pense que je vais m'arrêter aujourd'hui ici. Donc, on va continuer le reste de cette formation la séance prochaine. Donc, je vous remercie pour votre présence et on se rencontre Inch'Allah la séance prochaine. Au revoir tout le monde et bonne fin de soirée.